présenter la personne suivante. Notre prochain intervenant est un pionnier dans le domaine des sciences nutritionnelles. Il est réputé pour ses travaux révolutionnaires en pharmaconutrition. Ayant consacré sa carrière à étudier l'impact des choix alimentaires sur la santé et la prévention des maladies, il est l'auteur d'ouvrages influents tels que Let Your Food Be Your Pharmaconutrition. Je pense que certaines personnes sont impatientes de pouvoir l'écouter. Merci d'accueillir et de faire un chaleureux accueil au professeur Paul Clayton. Merci, merci. Au final, bonjour, messieurs, dames. Damen, vous avez tous beaucoup de questions et beaucoup m'ont envoyé des questions et j'ai presque 300 questions. J'essaie de répondre le plus vite possible. Et il y a beaucoup de sujets dans ce que j'ai entendu. Ce matin, quand j'ai ouvert mes mails, il y en a 2 autres qui m'ont complètement surpris. Dr Clayton, quelle alimentation devrait prendre telle personne dans tel... Dr Paul Clayton, et quelle couleur est le ciel sur votre planète? C'est un plus difficile. Parce que je ne veux pas projeter tout le monde, je ne peux pas dire grand-chose. Une autre question qui revient souvent, comment je peux expliquer ça à mon docteur? J'ai de très bons résultats en utilisant le protocole Zinzino. Et même mon docteur me dit que je fais si bien. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez savoir comment je fais? J'utilise la nutrition. Et au fait, ils ne sont pas ouverts, les docteurs. Maintenant, pourquoi les médecins sont si bloqués par rapport aux preuves qu'on voit aujourd'hui? La plupart du temps, comme disent les Français, c'est reculer pour mieux sauter. Et quand on revient aux premières heures de la médecine, et en fait, c'est même l'histoire de la culture humaine. Je vais essayer d'illustrer ça. Et on va aller vers le futur. Et ce que Zinzino est en train de développer le futur. Et quand mon docteur n'est pas là, et on peut lui dire au revoir quand il n'est pas là, parce qu'on aura bientôt plus besoin de lui. Retournons vers le passé, au 19e siècle, au temps de Robert Louis Stevenson. Un de ses livres les plus connus, c'était le livre de Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est une dichotomie de ce que peut être la médecine à l'époque. Quand Robert Stevenson a écrit ce livre, Karl Marx avait déjà publié Le Capital. Et Robertson s'est inspiré de son travail.
Et monsieur Hyde représentait la bourgeoisie et Mr. Hyde représentait le peuple. Aujourd'hui, on n'a pas encore compris l'interprétation des rêves et les désirs noirs qu'on a à l'intérieur de nous. Et Stevenson avait compris ça. Et en fait, Dr. Stevenson, le Dr. Hyde, le Dr. Robertson, c'était la tête, et Mr. Hyde, c'était les peurs. Et il y a beaucoup de gens qui avaient des pensées noires dans leur esprit. Je vais essayer de vous expliquer ça. Ça, c'est un docteur du XVIe siècle, quand l'Europe était dévastée par la peste. Ça a tué beaucoup de personnes, peut-être jusqu'à 40% de la population, dans certaines populations en Europe. Est-ce que les médecins faisaient tous les jours? C'était, en fait, en les apeurant, ils les tuaient. Et en fait, dans leur bec, il y avait des fleurs qui les protégeaient, des fleurs sèches qui les protégeaient. Quand ils voyaient leurs patients, ils les purgeaient. Et en fait, ils leur donnaient des substances toxiques, de l'arsenic, du mercure. Et ils leur donnaient directement. Parce qu'ils savaient pas, ils n'avaient aucune notion de l'hygiène, de comment fonctionnait la contamination. Ils ramenaient des microbes qu'ils avaient quand ils voyaient les clients. Et ils ont contaminé d'autres clients. Et en fait, c'était aussi des tueurs de masse, en fait. Et en 18e, 19e siècle, c'était des gens qui torturaient les gens, d'une certaine manière. Avec l'amputation. Maintenant, les médecins... Quand les gens étaient blessés par des accidents, on leur coupe. Ils coupaient les membres avec des scies, sans anesthésie. Sans anesthésie, vous pouvez imaginer sans anesthésie. C'est vêtu. Ils avaient juste droit à un verre de brandy pour les riches, seulement pour les riches. Parce que l'alcool était très cher en plus. Et si les gens survivaient à l'opération, beaucoup pas, beaucoup. Et ils avaient les gens gardaient des séquelles importantes au niveau, avec de la contamination, parce que personne n'avait. Et ceux qui résistaient allaient mourir rapidement de septicémie. Donc notre profession a vraiment un passé très très sombre. Le problème de la torture et d'assassinat comme on l'a vu, le assassinat de masse, on ne le fait plus. Alors peut-être qu'on ne le fait plus. Donc parfois des gens un peu farfelus avec des cheveux blancs qui ont peut-être changé les choses. Et le premier, c'est la lampe de Davy, qui a sauvé la vie de plein de mineurs. Et il a aussi découvert le monoxyde de carbone. En fait, on pensait que c'était un gaz hilarant. C'est un anesthésiant. Et c'est devenu un outil très important mais on voulait l'utiliser comme arme. Mais le nitroxone d'azote, est devenu une drogue pour s'amuser, pour avoir du fun. Mais personne n'a jamais pensé à l'utiliser en médecine jusqu'à
jusqu'à un dentiste de Boston, aux États-Unis, qu'il a vu ses amis s'amuser. Et il a vu que les gens se tapaient, mais il n'y avait aucune douleur. Il était très jeune, dentiste, il avait à peine 20 ans. Il a compris que c'était très important ce monoxyde d'azote. Et en fait, je peux commencer à traiter ça pour mes clients, utiliser ça pour mes clients qui n'auraient pas de douleur. Et je pourrais les opérer. Et ils seraient insensibles. C'était un homme merveilleux. Regardez, il était jeune, il avait été sensible. Il voulait faire les choses bien pour ses patients. La première personne sur laquelle il l'a fait, il a essayé. Il s'est fait enlever une dent. Et quand il a fini, il n'avait aucune douleur. Et il a compris quel cadeau c'était pour l'humanité. Il a commencé à le démontrer. Il a commencé à former ses collègues dentistes. Ils n'étaient pas intéressés. On va toujours faire comme on a fait dans le passé. On ne va pas utiliser des trucs bizarres. Il a continué à faire ses démos. Et même si ces démos n'étaient pas parfaites, il était passionné par ce qu'il faisait. Et il s'est finalement suicidé à 33 en utilisant du chloroforme, qui venait juste d'être présenté. Il était le père de l'anesthésie, parce que les critiques et William Morton, qui connaissait Harris, qui le connaissait, et il avait compris ce que Harris avait découvert. Et ça l'a rendu riche et très connu. Il a commencé à retravailler dessus, sur le nitroxyde d'azote, sur le chloroforme. Et il est reconnu comme le père de l'anesthésie. Et c'est sur beaucoup de... Toutes ces laitaires, le chloroforme, sont aujourd'hui utilisés comme... étaient utilisés à l'époque avec ce type de masque. On le posait sur la tête des gens. Vous mettez un tissu et on versait les produits dessus. Le client respirait les vapeurs, et ça existe toujours dans certaines parties du monde. Et en 1977, et j'ai fait l'expérience de ce masque. L'odeur de l'éther, j'ai essayé en 77, c'était terrible. Mais on n'avait plus maintenant, on a des nouveaux produits d'anesthésie qui sont plus simples, qui permettent aujourd'hui de faire des amputations dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, d'arrêter de torturer des gens. Mais par rapport à la contamination, comment on a réussi à arrêter ça et prendre le dessus là-dessus? Ça, c'est très important pour la médecine moderne. Et on a besoin de connaître notre histoire. Et l'infection, en fait, c'était la plus grande cause de mortalité. Et je vais présenter quelqu'un que tous les Hongrois connaissent. Son nom, c'est Lipson. Il était de l'université. C'était un autre génie, comme Harris et Morton. Il n'était pas forcément apprécié de la médecine. Il allait dans les hôpitaux où les gens étaient couverts de poussière, de sang,
Et c'était la tenue standard des chirurgiens. Ils avaient plein de microbes et ils amenaient les microbes sur les autres patients. Et en fait, le taux de mortalité était le plus important, aux alentours de 40% par rapport était dû à l'infection liée aux médecins. Et c'était le problème majeur, surtout dans les cas de naissance. Et quelqu'un qui a vérifié ça, il a compris, il a commencé à dire à ses collègues et ses étudiants de se laver leurs mains entre deux patients. Et la taux de mortalité est passé de 40% à 10%, à 2%, à moins de 1%. Et son travail, c'était incroyable. Et ça a montré le chemin pour aller de l'avant, pour avoir une médecine plus sûre. Et il pensait que ça allait être super accepté par la médecine, le monde. Et ses collègues étaient furieux, en fait. Parce qu'en fait, il les accusait de créer de la mortalité chez les gens. C'est ce qu'ils faisaient, mais en fait, ils ne voulaient pas le reconnaître. Et en fait, ils l'ont emmené dans un asile et où les gens l'ont battu jusqu'à mort. C'est tellement fort qu'il a eu la gangrène et une septicémie. Il est mort à 47 ans. La médecine, la science de la médecine est dans un certain un sacrifice. Et le sacrifice, c'est meilleur parce qu'elle les perturbe dans leur façon de penser. Et comme aujourd'hui, Zenzino est en train de mettre la pression et est en train de rendre des dommages dans l'industrie pharmaceutique. Parce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de prouver, parce qu'aujourd'hui, à l'époque où les gens ne comprenaient pas pourquoi les gens transmettaient quelque chose, maintenant on arrive à Louis Pasteur. C'est un grand scientifique avec sa flasque ici, là. Il a montré, il a réussi à supprimer les infections, y compris la malaria. Et il a compris que en fait, les infections venaient d'autre chose. Il a commencé à parler des germes. En Angleterre, Joseph Liston, il avait des contacts avec la famille royale, avec les microscopes. Il a pu voir ce qui se passait, des petites choses qui bougeaient. Il n'était pas sûr de ce que c'était. Il savait qu'elles ne devaient pas être là. Il a commencé à traiter les personnes avec de l'antiseptique. Et cet équipement-là, et ça, c'était fait pour projeter le traitement antiseptique. Maintenant, on sait que c'est devenu la Listerine. Il a fait sa marque. Et Pasteur a créé le terme de pasteurisation. Et bientôt, on va faire la zinzinosisation. Et Lister, il a utilisé cette technique pour opérer un membre de la famille royale. Le succès, l'opération était un vrai succès. Il était clair qu'il y avait quelque chose dans l'environnement qui créait un problème de l'infection. Et on pouvait gérer ça, la neutraliser. Et à un moment, entre Louis Pasteur et Robert Koch, ils se sont rencontrés lors d'une conférence à Londres. Ils ont parlé, ils se connaissaient bien sûr. Et certains scientifiques aussi se connaissent, ceux que je vais introduire tout à l'heure. Eux se connaissaient donc bien. Et pendant un an après cette mythique, il a parlé des germes.
Et il disait que c'était les germes qui créaient autant de problèmes de santé. Et Koch, 4 ans après ce meeting, en fait, il y a différentes infections. En fait, il doit y avoir différents microbes qui créent ces différentes maladies. Et il a présenté au monde le postulat de Koch, et que différents microbes créaient différentes maladies. Et ça pouvait venir des animaux ou d'un humain à un autre. Et, au Danemark, Christian Gram, qui est un microbiologiste, peut-être qu'ils ont l'air différents. Il a créé le stamgram. Il y a des grammes, ah oui, il y a des grammes positifs et des grammes négatifs au niveau des microbes. Et il y a encore un autre scientifique, Paul Ehrlen, c'était un autre génie. Paul Ehrler, il a dit, ces différents microbes qui créent différentes infections, on peut les reconnaître. Mais est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui les tue? Il a commencé avec l'arsenic. Et c'est très toxique. Et il y avait une tradition, et c'était utilisé pour traiter les patients, et en fait, c'était tellement toxique que ça tuait les patients. Donc, il a commencé différents composants toxiques. Et après quelques années, après d'autres échecs, plein d'échecs successifs, il a créé l'arsenic numéro 66. C'est pas une super... Aujourd'hui, et maintenant, jusqu'en 1966, ça s'appelait le Ehrlich Magic Bullet, et maintenant, c'est devenu la pénicilline. Et à ce moment-là, qu'il y a eu une augmentation des bénéfices de l'industrie pharmaceutique. Maintenant, on a des médicaments pour toutes les solutions. Mais en fait, on a aussi plein d'effets secondaires qui tuent les gens. C'est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais aujourd'hui, c'est une certaine forme de corruption. Et ça abîme plein de familles. Mais avec tous ces médicaments, en fait, la famille n'est pas seulement améliorer la santé, mais en fait, à développer plein de maladies chroniques. En 2020, en fait, on a une personne sur deux qui a une maladie chronique. Et ça, c'est toutes les maladies chroniques qui sont créées par les médicaments, qui sont des empoisonnements par notre environnement, par nos médicaments. Et notre QI est en chute libre, notre capacité de reproduire est en chute libre. En fait, les hommes produisent de moins en moins de testostérone parce qu'on est de plus en plus empoisonnés. Et en fait, ça vient majoritairement de ce qu'on mange. Et plus on mange ce type d'alimentation, plus on meurt. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Et la ligne bleue claire, c'est l'Allemagne, l'Angleterre. Et qu'est-ce qui nous tue? C'est toutes ces marques-là, celles que vous adorez. Plus vous mangez de ça, plus vous avez de diabète, de cancer, de diabète. C'est une alimentation où tous les composants anti-inflammatoires ont disparu et sont tous des composants pro-inflammatoires qui créent du stress, qui créent des perturbations cellulaires, et vos tissus sont désorganisés, ils meurent, et ça crée plein de maladies dégénératives. Et c'est pas avec des médicaments qu'on va arriver à soigner ça. Et l'inflammation chronique, maintenant, on peut la proposer une protection naturelle,
mais la loi ne me permettrait pas de le dire. Et avant Jésus-Christ, tous les problèmes viennent du système digestif. Si vous avez la bonne alimentation, vous avez les bonnes bactéries probiotiques qui créent de très bons probiotiques. Et si vous n'avez pas une bonne alimentation, ça va remplacer par d'autres bactéries qui vont détruire les bactéries du côlon et ça va créer des problèmes. Donc en fait, il suffit juste de mettre la bonne alimentation. Et on peut revenir à l'équilibre. J'ai pas le droit de vous montrer ça. Ce que fait la profession médicale aujourd'hui, je discute avec des médecins tous les jours. On a l'intelligence artificielle, ils me répondent. On a Docteur Terminator. Ça, c'est le genre de docteur qu'on voudrait voir. En fait, c'est une intelligence artificielle que les gens voient. Donc maintenant, c'est disponible à Thaïlande. Et vous pouvez demander à un docteur d'intelligence artificielle et lui demander ce qu'il faut faire. C'est aux États-Unis également. Il peut trouver ce que vous avez comme problème de santé sans que aucun médecin soit consulté. Et le meilleur score en médical, c'est alors que l'intelligence artificielle est supérieure aux gens qui ont fait des études de médecine aujourd'hui. Et il y a moins d'erreurs médicales avec ChatGPT. Et eux, l'intelligence artificielle n'a pas de problème avec les infirmières. Je préférais me faire soigner par l'intelligence artificielle que par le docteur. En fait, aujourd'hui, les médecins ils répondent à un diagnostic en fonction d'algorithmes. Et le docteur, en fait, il ne fait plus rien. Presque tous. Je vous ai pas offensé, j'espère, même s'il y a beaucoup de docteurs. Plein de mes amis sont docteurs. À propos des chirurgiens. Donc l'intelligence artificielle est en train d'avancer aussi. Et l'humain va bientôt être remplacé. Et nous, avec les balance tests et tous les autres tests, on intègre de plus en plus sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui cause les symptômes et ce qui nécessite une réponse médicale. Maintenant, on pourrait réduire les plus gros problèmes. Le ratio 3/6, c'est aujourd'hui en Europe, c'est plus de 15. Il y a une dysbiose de plus de 50% dans la population. Les dysfonctionnements métaboliques maintenant sont supérieurs à 35. Et le manque de vitamine D, c'est plus de 50% au minimum. On a juste besoin de restaurer les anciennes valeurs nutritives. Et on le sait. Et si on le faisait, on pourrait les maladies médicales, les maladies les plus courantes, de pratiquement 90%. Et c'est les plus gros besoins hospitaliers. Ça représente des trilliards de dollars annuels. Et ça pourrait payer la dette du déficit américain. Donc le docteur, il est sorti maintenant. Maintenant, on va pouvoir sortir les cancers des traitements pharmaceutiques. On va pouvoir reformer des docteurs qui va permettre de les transformer en plombiers, des besoins plus utiles pour la société. On va devoir reformer les docteurs.
Le monde, donc le monde est en pleine turbulence. Mais comme Terre le disait, comme Christ, on est en train de travailler sur le monde de la santé et on est en train de le transformer. Et ce qu'on est en train de faire avec nos systèmes de traitement de préventif, on va créer un futur où la santé, dans les 10 prochaines années, peut-être plus 20, peut-être 25 ans, et avec votre aide, ça va être un super futur.